suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clément. Bonjour Raphaël. Clément Dumont, cofondateur de Asia Sport Connection. Merci de me recevoir. Donc on est chez toi à Lantau. Lantau qui est l'île de l'aéroport à Hong Kong. Donc un endroit assez sympa pour faire du trail justement. Pour ceux qui ne connaissent pas, la prochaine fois que vous venez à Hong Kong, quand vous atterrissez, vous êtes sur l'île de Lantau, et donc on est de l'autre côté. Si vous traversez, c'est quoi? C'est 1 ou 2 heures de marche. On traverse la montagne et on est ici dans le petit village de Meo, c'est ça? On peut traverser, oui, en courant aussi rapidement qu'en bus, parce qu'on peut arriver plus directement. D'accord, en bus aussi, ouais. On est plus pour parler ici de trail, donc mais t'as raison de préciser quoi. Ou en bateau. Quand on vient de Hong Kong, c'est 3/4 d'heure de bateau, et c'est une petite balade assez sympa quoi. Je vais te demander brièvement de te présenter et de nous dire qu'est-ce que c'est Asia Sport Connection de manière assez brève, quoi, en mode pitch d'ascenseur. Donc Asia Sport Connection, c'est une entreprise que j'ai montée avec ma femme en 2013, et en fait c'est venu d'une passion où on était dans le trail, la course trail. On a commencé à organiser une course. Et de fil en aiguille, on en a organisé plusieurs maintenant, et on vit de cette entreprise depuis 7 ans et qui continue à grossir. D'accord, ok. Si je reprends un peu ton parcours, donc au niveau des études, tu as un parcours assez atypique. Je vois que tu as fait des études, tu as commencé à Montpellier, puis après tu as un doctorat au Canada, c'est ça? Avec des postdocs de Stanford et au Chili. Et après, tu as été prof, tu as aussi enseigné à Hong Kong. Donc un parcours universitaire assez international, on va dire. Je suis assez atypique, oui, sur mon parcours tant et d'éducation que professionnel, ce qui montre qu'on peut faire ce qui nous plaît. En plus, moi, je suis un Français qui n'a jamais travaillé en France. C'est-à-dire que j'ai grandi en Martinique, donc les tropiques. Je suis allé en France pour faire mes études. J'ai commencé par médecine comme pas mal de gens, mais j'ai vite bifurqué sur la biologie. Ayant grandi en Martinique, j'avais quand même un attrait pour les milieux marins. Et ensuite, je suis parti en Canada. Donc, j'ai fait un doctorat entre le Canada et les États-Unis sur la pêche des oursins. Et ensuite, je me suis spécialisé en conservation marine. C'est pour ça que je suis allé au Chili, où j'ai monté la première réserve marine dans le nord du Chili. Ensuite, je suis allé en Californie, où là j'étais sur un projet au Mexique où je travaillais avec les pêcheurs mexicains pour les aider à mieux gérer leurs ressources de pêche. Et ce qui m'a fait venir finalement à Hong Kong, parce que après j'avais un poste de professeur à l'université de Hong Kong. Donc mon laboratoire était sur la conservation marine et la gestion des pêches. Et c'est pas uniquement à Hong Kong, c'est-à-dire qu'après je couvrais l'Asie, j'étais en Malaisie, en Thaïlande. Ce qui m'a permettait de pas mal plonger, ouais. Ah, tu plongeais aussi, d'accord. Ok, super. T'es docteur en biologie, t'as un PhD en biologie, c'est ça? Donc oui, j'ai un doctorat de biologie et j'ai plongé un peu partout. J'ai plongé dans le nord du Canada, donc dans les eaux froides, entre -2 et 4 degrés, en venant de Martinique. Et puis après ici, j'ai pu plonger dans quelques endroits assez sympas. Ouais. D'accord. Et donc pour comprendre, quand on est néophyte, t'étais spécialisé sur les oursins au début, la pêche en général. Et comment ça marche quand tu plonges, par exemple, c'est pour étudier une population d'oursins, ce genre de choses? Alors, quand on fait un doctorat, souvent on doit se spécialiser, puisqu'on va vraiment en profondeur pendant quelques années sur quelque chose de très spécifique. Et donc, moi, c'était les oursins. Souvent, on trouve on arrive à du mal à visualiser ce que c'est un oursin, mais au final, c'est la deuxième pêche après les homards aux États-Unis. Donc il y a quand même une valeur commerciale assez importante. Et ensuite, après, sont des modèles qu'on développe pour la gestion des pêches. Donc c'était plus par la suite, mon expertise était gestion des pêches
Et j'avais un aspect, une fenêtre conservation marine avec l'implantation de réserves marines, etc. Donc c'était directement lié avec les pêches. Donc c'est là où je me suis spécialisé, surtout avec les invertébrés comme les oursins. D'accord. Mais au Mexique, je travaillais avec les ormeaux, les abalones, qui sont très prisés, qui sont des invertébrés qui coûtent très cher. Et d'ailleurs, au Mexique, ils les pêchent et les exportent directement en Asie, et notamment en Chine, où c'est très... D'accord, c'est très, on voit ça partout en Chine. En France, les gens ne connaissent même pas les ormeaux en général. On en mange peu, on en mange peu en Europe. Beaucoup plus déjà parce que les espèces en Europe sont assez petites. Au Mexique, enfin sur la côte ouest américaine, sont des espèces qui sont plus grosses. Et après maintenant en Asie, en Chine, ils font de l'aquaculture. D'accord. Mais après c'est un peu Chine, comme c'est vraiment au niveau du homard, de la langouste, de ce genre de mets, quoi. C'est vraiment. c'est ça, ouais. Okay. Ça coûte Est-ce que très c'est cher. bon, moi, le peu de fois où j'en ai mangé, j'ai pas. Après je te demande de prendre parti là. Moi, de prendre parti, curieusement, je suis pas un grand fan des fruits de mer, donc ce sera pas mon mets préféré. Après, comme on mange le muscle, c'est pas particulièrement mauvais. Hein. D'accord. C'est plutôt, il y a des choses bien plus bizarres qu'on puisse manger. Ouais. Et donc t'es arrivé à Hong Kong donc pour étudier, c'est ça? Et comment ça s'est passé déjà ton arrivée à Hong Kong? Enfin, c'était ta première fois en Asie. Est-ce que t'as été surpris l'arrivée? Comment ça se passe? Moi et ma femme, on est assez aventuriers, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup voyagé, on aime beaucoup la nature, le voyage, et donc on était en Californie, donc à Pacific Grove, Monterey, qui est assez particulier quand même. Et quand j'ai eu cette opportunité, je commençais à chercher des boulots un peu dans plusieurs universités, et j'ai eu cette opportunité à Hong Kong. Et on s'est dit, on n'est jamais venu en Asie. Qu'est-ce que ce serait intéressant d'aller voir. Donc je suis venu d'abord pour l'entretien, et la première chose que j'ai fait, c'est je regardais s'il y avait la nature ou pas, et j'étais agréablement surpris de Hong Kong à quelle facilité on avait accès à la nature. Et c'est vraiment quand je suis revenu et on m'a offert le boulot, et c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre ma femme. Finalement, j'ai dit, tu vas voir, il y a plein de trails, on va pouvoir se balader et tout. Et finalement, c'est ce qui nous a fait venir, parce que pour l'exotisme de mettre un pied dans l'Asie, et aussi l'accessibilité de la nature à Hong Kong. C'est une ville frénétique qui est extrêmement dynamique, surpeuplée, mais en même temps, on a quand même 60% du territoire où on a des country parks, c'est-à-dire qu'on peut aller dans la nature. Donc on a vraiment les deux un accès extrêmes. à la nature vraiment direct. Même en habitant au centre de Hong Kong, on peut en l'espace d'un quart d'heure se retrouver dans la jungle pour faire un trail. En partant de Centrale, moi j'ai croisé des sangliers avant-hier en haut à côté du pic. En un quart d'heure de scooter, je peux aller me baigner vers Repulse Bay de l'autre côté de l'île. Et on le sait pas assez, quoi. On voit Hong Kong comme cette mégalopole hyper stressante, mais il y a plusieurs aspects, comme tu le dis. Et le fait toi d'être à Mae Wo, là, tu t'es vraiment à Lantau, dans l'île de Lantau, tu t'es vraiment trouvé un petit coin de nature. T'as une petite maison avec une terrasse face à la mer, avec les montagnes derrière. T'es vraiment bien loti ici, quoi. C'est souvent quand on voit l'image de Hong Kong pour les occidentaux qui sont pas venus à Hong Kong ou en Asie, ils vont avoir l'impression que c'est que les grands immeubles, les grandes tours, et qu'on habite dans des petits appartements fermés. Et il y a quand même énormément de petits villages comme Mae Wo ici, où on est beaucoup plus proche de la nature. Et même après, oui, si effectivement on habite dans une grande tour, en moins de 10 minutes, si on prend un taxi, et les taxis coûtent très peu cher à Hong Kong ou autre transport, on arrive tout de suite à la nature. Donc on est capable de s'évader assez rapidement. Ce qui fait que le trail, le monde du trail, comme on parlait, est extrêmement populaire à Hong Kong. On a le ratio, après la France, le plus élevé du nombre de coureurs par rapport au nombre d'habitants à Hong Kong. D'accord. Donc c'est une activité qui est extrêmement populaire à Hong Kong. Ok, non, c'est surprenant. Mais bon, on va plus parler du trail un peu plus tard. Mais juste, ouais, je voulais finir sur le côté un peu, donc la fin de l'aventure universitaire. Donc à Hong Kong, t'es devenu prof, c'est ça? T'as enseigné ici. Comment ça s'est passé, quoi? C'est ta première expérience professionnelle en Asie, le monde universitaire, les étudiants. Explique-nous un peu. Au niveau professionnel, c'est-à-dire des collègues, donc ça c'était pas trop difficile parce que c'était quand même assez cosmopolite, donc il y a beaucoup d'anglais, très peu de français. J'étais le seul français dans mon département. Et tout se passait en langue anglaise, forcément. Tout se passait dans la langue anglaise, donc il n'y avait pas de langue, on n'était pas en cantonais ou mandarin.
Donc ça, c'est l'avantage des universités à Hong Kong. Normalement, elles sont très anglophones. Quand ils arrivent au niveau universitaire, très souvent, on demande aux Hongkongais de passer en anglais, contrairement à l'école où ils peuvent être le plus souvent cantonnés. Donc, au niveau des collègues, j'avais pas un gros choc culturel parce que j'avais déjà beaucoup travaillé à l'étranger et puis là j'étais souvent avec des occidentaux ou alors sont des Hongkongais. La plupart des Hongkongais qui sont dans les universités ont été étudiés à un moment donné à l'étranger. Donc ils ont une certaine connaissance de la culture occidentale également. Donc on arrive, on va dire, à se comprendre. Où c'était plus surprenant, c'était avec les étudiants. Je donnais des cours niveau du bachelor, dans le niveau première année, voire en doctorat. Je donnais des cours à ces étudiants. Et là, c'était beaucoup plus surprenant parce qu'on se rend compte que les Hongkongais, l'éducation est extrêmement importante pour les Chinois, pour les Hongkongais. C'est quelque chose qui a une valeur inestimable. C'est la priorité absolue des parents. Et contrairement en France, si tu dis je suis enseignant à l'université, etc., on t'ignore complètement. Ici, c'est un vrai prestige. C'est un vrai statut, quoi. Même d'être prof d'école, de lycée, c'est déjà un statut important. Donc prof à la fac, j'imagine même pas. Ouais. Tout ce qui touche à l'éducation, si on est dans ce milieu-là, on a une forme de ce prestige et un très grand respect par rapport aux Hongkongais, qui respectent énormément ce fait de l'éducation. Mais curieusement, la plupart des Hongkongais, ils sont tellement poussés à étudier quand ils sont jeunes, et quelque part, quand ils arrivent à l'université, donc l'université de Hong Kong, ça reste une des meilleures universités d'Asie, du moins sur papier, par réputation. C'est l'université de Hong Kong, donc University of Hong Kong en anglais, quoi. C'est le nom de la fac, quoi. Hong Kong U, et celle-là, donc, a une très bonne réputation, et donc c'est pas facile de rentrer dans cette université pour les étudiants. Mais quand on arrive là, les premières années, pour moi, j'étais vraiment surpris. Ils étaient vraiment infantiles, les étudiants, parce qu'ils ont une telle pression. C'est mon interprétation, hein, mais en ayant discuté, c'est cohérent. Ils ont tellement de pression quand ils sont jeunes, les parents. Quand ils arrivent à l'université, ils ont une certaine liberté de choisir ce qu'ils vont apprendre, ce qu'ils vont faire, qui se libèrent complètement. Et là, on les voit finalement de revenir un peu en arrière, de refaire leur adolescence. Et il y a une certaine forme de jeu qui fait que c'est très surprenant par rapport au milieu occidental où on se fait vraiment, quand on arrive à l'université, on se fait un peu, on va dire, massacrer par les professeurs qui sont plutôt agressifs. Et ici, c'est une découverte de l'éducation. Donc ça, c'est un choc, une adaptation justement pour réussir à trouver comment interagir avec ces étudiants parce qu'ils posent très peu de questions, ils ont peur, il y a tellement une peur du professeur que de réussir à l'approcher est extrêmement difficile par rapport au monde occidental. D'accord, ok, donc il y avait quand même une sorte de choc culturel à gérer, plus vis-à-vis des étudiants. Et comment est-ce que tu l'as surmonté? Est-ce que tu as dû, tu vois, faire un pas en plus en avant, faire des choses où en France, la relation prof-étudiant aurait été un peu différente? Là, est-ce que tu as dû t'adapter? Et oui, il a fallu s'adapter dans la façon de donner ces cours parce que ils posaient pas de questions et s'ils n'ont pas compris, ils vont pas oser le dire parce que si ça veut dire que tu maîtrises pas la matière, si tu oses dire que t'as pas compris quelque chose, ça se fait pas. Ou ça veut dire que le professeur n'a pas bien expliqué si tu comprends pas. Donc ils vont jamais oser t'approcher pour te dire qu'ils ont pas compris. Donc il faut faire tourner les même si les tu choses. leur poses la question directement, ils risquent pas de te dire oui, je n'ai pas compris. Donc c'est ça. Ils le diront pas. Donc il faut poser la question autrement, c'est-à-dire qu'on approche un sujet et après on l'aborde sous un autre angle et voir si amener à poser des questions pour voir si vraiment ils ont compris ou pas. Et donc ça c'est un peu un jeu. Une approche indirecte, quoi. Une approche indirecte. C'est très asiatique. La communication est moins directe et souvent, il faut un peu bifurquer, trouver un angle d'attaque pour communiquer. Ouais. Exactement. L'Asie est très indirecte dans sa façon de communiquer. Et c'est quelque chose pour les Occidentaux, les Français, qui souvent est très difficile à s'adapter puisqu'on a un franc-parler qui fait que peut être perçu comme très agressif ici en Asie. Tout à fait. Ouais. Donc t'as été prof donc pendant 5 ans à l'université et donc la transition, comment ça se passe? J'imagine que tu faisais des trails comme hobby pendant tout ce temps. Oui, alors
Pourquoi j'ai arrêté? Donc j'avais un laboratoire, hein, j'avais cinq étudiants en doctorat, maîtrise, un peu de toutes les nationalités. Donc j'avais un laboratoire, j'avais des fonds de recherche, je voyais pas mal, mais j'avais pas un poste permanent et j'avais commencé à avoir de la difficulté avec tout le système administratif de l'université. J'avais reçu une offre pour l'université de la Réunion, donc c'était aller dans le milieu français, qui n'était pas finalement la Réunion. L'île de la Réunion était attractif en tant que tel, mais la carrière en tant que chercheur en France n'est pas aussi intéressante qu'en Amérique ou en Asie. Tu pouvais être prof au bord de la mer, il y a une logique. Bon, c'est par intérêt, hein. Je pense que je vais pas aller m'enterrer dans une ville alors que je préfère la nature, donc je choisissais quand même. Je pensais que c'était par rapport plus à la pêche, etc., qu'il y avait une logique d'être. Bah, on peut pêcher dans les lacs, on peut. Je viens de passer 15 jours confiné à Aberdeen, dans le port d'Aberdeen, avec une vue sur les pêcheurs qui débarquaient le poisson à 4 heures du matin. Bah, pour anecdote, à Hong Kong, hein, la taille ou le poids moyen du poisson qui est pêché de nos jours est de 10 grammes. C'est-à-dire qu'il y a absolument plus rien à Hong Kong. C'est pour ça que moi, quand je faisais un laboratoire en conservation marine, gestion des pêches, c'était vraiment pas la priorité du gouvernement de Hong Kong. Donc même si j'avais des fonds, il y avait un peu un manque d'intérêt. Ils étaient plus sur la gestion des pollutions, les polluants, etc. Et donc mon expertise n'intéressait pas aussi bien le gouvernement ou l'université que ça. J'étais obligé de faire mes projets un peu plus en Asie, en Malaisie, en Thaïlande, etc. Donc il y avait aussi un peu un manque d'intérêt par rapport à l'université, et c'est là où j'ai fait un peu un virage à 180 degrés au niveau de ma carrière. Je sais pas, puisque tu regardes au niveau des LinkedIn, j'ai pas mentionné, mais j'ai fait un petit détour rapide au lycée français de Hong Kong. D'accord. Ça c'était pour permettre la transition, c'est-à-dire qu'on avait un intérêt pour la course à pied, mais c'est pas dans l'idée, au départ, c'était pas vraiment d'en faire un métier ou de gagner sa vie, c'était plus par passion. Je me suis mis beaucoup à la course trail à Hong Kong. Et après, je voulais faire partager un peu ma passion, parce que j'aime bien explorer, de découvrir un nouveau trail. Et donc un jour, je me suis dit, tiens, je vais designer une course de 50 km. Et après, j'ai envoyé un email à des copains, etc. Et si vous voulez, je vous fais découvrir Lantau. Ce qui existait déjà un peu à l'époque, parce que maintenant toutes les courses de 20, 30, 50, 100 km, ça devient monnaie courante. Mais à l'époque, c'était Donc c'est ça, nous quand on a commencé, on avait dit à peu près une quinzaine de courses par an à Hong Kong. D'accord. Donc là on parle de 2011. Et aujourd'hui on est à combien? Aujourd'hui, on est à entre 200 et 250 dans les années. Donc sur Hong Kong, c'est-à-dire qu'on peut avoir, on parle juste de la course trail, hein, je parle pas de la course sur route. Il faut imaginer Paris avec un peu de nature autour et 250 courses trail par an. C'est ça, on est 7 millions, donc c'est une très très grande densité. On peut avoir 3 à 5 courses par week-end. Wow. Et on parle juste de trail, donc ça a vraiment explosé. Sur une saison, il y en a toute l'année, ou est-ce que c'est concentré? On est comme dans un climat tropical où l'été est très très chaud. Ouais, alors quand on a commencé il y a quelques années, entre mai et octobre, il y avait pas de course, il faisait trop chaud. Et maintenant, ça a pris une telle ampleur que même pendant l'été, il y en a. Donc il y en a beaucoup moins, mais on a quand même des courses l'été, quoi. D'accord, ouais. Ok, donc excuse-moi, donc t'as réussi donc ton virage en fait, il y a un lien avec le lycée français, t'as réussi à allier le trail et ton côté enseignant. C'est ça là, parce que tu nous as pas. Oui, en fait simplement parce qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de revenus. Donc ce qu'il a fallu, c'est que j'ai un salaire, donc je suis allé au lycée. Et en parallèle, parce qu'on a un peu plus de temps quand même au lycée, c'est un peu plus relax que à l'université. Donc en parallèle, j'ai monté cette boîte avec ma femme, puisqu'on avait vu que ça marchait. Et elle est passée en premier employé de la boîte. Et moi, je suis allé un an après. Donc on est devenu employé de notre boîte vraiment avec notre salaire à temps plein en 2 ans. D'accord. Donc ça a été Sport Connection. Et donc la première activité, c'est la création d'événements. La création de course. Ça a été la création d'une course. D'accord. Après, tout s'est pas passé aussi bien qu'on peut le décrire là. C'est-à-dire que la première édition, j'avais un partenaire
qui était un ami aussi en français. Et donc ça, c'est un des conseils quand on est entrepreneur. Et moi, j'ai tout appris sur le terrain parce que je venais d'un monde scientifique, milieu universitaire. Donc c'est l'entrepreneuriat pour moi, c'était nouveau. Donc je me suis associé par défaut, on va dire, avec un ami, et ça s'est pas bien. Très bon ami, mais ça s'est pas du tout bien passé au niveau business. D'accord. La première erreur que beaucoup le font finalement, c'est tiens, on va faire un projet ensemble, allez viens, on s'associe puis on monte. J'ai appris que c'est mieux d'avoir un contrat et d'avoir beaucoup de choses écrites plutôt qu'orales. Donc ça s'est pas bien passé, et ensuite après j'ai décidé de remonter, et cette fois avec ma femme. Donc c'est vrai qu'avec ma femme on n'a pas écrit un contrat, mais il y a un autre contrat, on va dire. On était un peu plus liés. Donc ça il y a eu un échec avant d'avoir une réussite quand même, et ça je pense que c'est assez typique de tout entrepreneuriat, c'est que c'est pas que des réussites, hein, on a des hauts et des bas. Mais la course a été dès la première course, ça a été une réussite, ou est-ce que forcément t'as appris au fur et à mesure des courses? T'es arrivé à combien de courses organisées? 77 événements, j'ai lu, c'est ça? Oui, alors c'est des courses que nous-mêmes on organise, donc avant la Covid, parce que là ça a changé un peu les choses, mais on était à entre 5 et 6 courses qu'on organisait nous-mêmes par an. D'accord, ouais, ok. C'est-à-dire on organisait tout. Et après, nous on intervient dans beaucoup d'autres événements pour certains types de services, ça peut être les inscriptions, le chronométrage ou du consulting, etc. Donc ils avaient on était sur c'est ça 70 courses à peu près, on pouvait être impliqué sur plus de 50 courses. Sur Hong Kong bien sûr beaucoup, mais aussi en Corée, à Singapour, en Malaisie. Donc oui, on a eu un événement clé, c'est donc Translantao, c'est notre événement trail, c'est là où qu'on a vraiment commencé. Comme tu disais dès le début, comment on s'en est débrouillé. Nous on n'a eu jamais aucun investissement ou investisseur, on a vraiment tout démarré de zéro. C'est-à-dire qu'on a l'avantage des événementiels, c'est que vous vous inscrivez à une course, vous donnez de l'argent à l'ordinateur avant que l'événement ait lieu. C'est un bon business model, ça. C'est un très bon business model, ce qui fait que à chaque fois qu'on recevait un peu plus d'inscriptions, on a acheté du matériel, on a acheté de l'équipement, etc. C'est une sorte de Kickstarter. À chaque fois, ça augmente, il y a des paliers. Ça a augmenté, et la première année, on a eu 700 coureurs, et on a dû arrêter parce qu'on prenait peur, on n'était pas habitué. Et rapidement, de fil en aiguille, donc on réinvestissait au départ tout ce qu'on gagnait pour grossir l'événement, et on n'a jamais perdu d'argent avec cet événement. Et ensuite, la boîte a pris. On a voulu se diversifier. Comment ça se passe l'organisation du course? Donc déjà, ça commence par faire le tracé. Comment tu fais un tracé? Parce que quand t'as fait des distances jusqu'à 100 km, c'est ça? Ouais, ça va être un travail dément de faire une course de 100 km. Encore après ça dépend, parce qu'à Hong Kong c'est quand même assez bien balisé, mais on parlera peut-être aussi de Taïwan. On parlait de Beast Runner à Taïwan. Là, quand il fait des trails de 100 km où c'est pas totalement balisé, où il faut aller un peu couper les herbes, couper les branches, etc. Là, j'imagine que c'est encore une autre paire de manches par rapport à Hong Kong, non? Oui, j'ai designé des courses. Je fais Taïwan, la Birmanie, la Chine, la Corée du Sud. Donc dans ces pays. Maintenant, en fait, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. Non. C'est pas facile, mais on a beaucoup d'outils maintenant à Internet, hein, rien que Google Earth. Avec ça, par exemple pour Taïwan, j'y suis allé encore en février parce que j'ai designé une course de 50 km, un endroit où je suis jamais allé. C'était vers où? Donc c'était de l'autre côté de Taipei, de l'autre côté de la côte, et on peut avec Google Earth, on regarde un peu le profil. Et ensuite, on a des apps comme Maps.me où il y a tous les tracés. Donc tu retrouves des trails existants. On trouve des trails existants. La particularité de Taïwan, c'est quand même l'endroit où j'ai eu le plus de difficultés, c'est que les cartes sont militaires, elles ne sont pas accessibles au public. Et donc, curieusement, Taïwan est un des endroits les plus difficiles pour designer une course parce qu'on n'a pas accès aux trails. Donc là, il faut vraiment aller... Il y a pas mal de restrictions de par la situation politique avec la Chine et la dictature qui est en place pendant longtemps, etc. Je vois, t'as pas le droit de piloter un avion à Taïwan. Les côtes, il y a pas mal de plages côté Chine qui sont totalement vides. J'ai l'impression que c'est pour aussi des raisons militaires. Enfin, il y a des aspects... Maintenant, c'est une des plus belles démocraties en Asie, un endroit très sympa, mais il y a ce petit côté parfois étonnant, quoi.
c'est assez étonnant, mais ce qui permet peut-être aussi de conserver aussi cette nature, ce qui est peut-être un mal pour un bien. Et c'est d'ailleurs Taïwan est une île absolument fantastique quand on parle de trail. Donc il faut pour designer une course, on étudie en amont, et après il faut passer du temps sur les trails et avoir un peu comme je suis coureur, donc j'arrive à voir combien de temps il faut courir pour positionner un endroit où on a du ravitaillement, de la nourriture, de l'eau, etc. Quand on a designé une course de 100 km en Taïwan, qui n'a jamais eu lieu, mais on l'a quand même designé, celle-là nous avait pris 6 mois. C'est 6 mois quand même, d'accord, avec un travail sur le terrain conséquent, d'accord, c'est beaucoup de boulot, quoi. Pour une île comme Taïwan. Après, en Corée du Sud, là j'avais un partenaire local, parce qu'en Taïwan, donc là c'était vraiment par soi-même. Si on a quelqu'un qui a la connaissance du parcours local, ça va beaucoup plus vite. En Corée, ça m'a pris 5 voyages à chaque fois d'une semaine, et puis on était capable de designer la course. En Birmanie, donc là c'était un peu plus particulier, où là j'étais vraiment avec une agence de voyage, et on allait d'un village à l'autre, et à chaque fois on embauchait un villageois qui nous emmenait à l'autre village, et comme ça. Donc c'est l'aventure, ça. Donc c'est ça qui le met. Donc c'est comme ça qu'on design des courses. Donc tu designes la course, ensuite il faut communiquer, quoi. Il faut trouver les participants, etc. Comment ça se passe? Maintenant, on a les réseaux sociaux. Avant, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'était très organique. Mais il reste que c'est beaucoup de bouche à oreille. Parce que quand on fait les surveys sur les participants, de quelle façon vous avez entendu parler de l'événement, c'est énormément du bouche à oreille. Donc en fait, le fait nous on est vraiment directement impliqués dans la communauté de coureurs, donc notamment à Hong Kong. C'est-à-dire qu'on est coureurs nous-mêmes, on a fait énormément de courses, donc on connaît le monde, et puis donc fil en aiguille, c'est bouche à oreille. Après, c'est les réseaux sociaux. Au début, c'était organique. Maintenant, il faut commencer à dépenser un peu plus en marketing. Et on construit sa réputation comme ça. Et si on fait des longues distances, donc de l'ultra trail, des 50, 100 kilomètres, il y a vraiment une communauté ensuite qui est à la recherche. C'est pas tout le monde qui fait ça, quoi. D'accord. Ouais. Mais là maintenant, ça devient quand même assez concurrentiel, comme tu l'as dit. Donc il faut des budgets marketing, il faut entrer dans des logiques de coûts d'acquisition en termes de, je sais pas si c'est des Facebook Ads ou comment tu fais ça. Enfin, ça se professionnalise quelque part. Oui, donc on est obligé, d'avoir vraiment commencer à avoir un budget marketing pour pouvoir s'assurer de remplir l'événement. Après, comme nous, on est arrivé à la bonne période. Donc on a gardé cette réputation, on arrive à remplir l'événement assez rapidement avec un budget marketing assez faible. Par contre, des courses qu'on a implantées ensuite, plus tard, là on avait un budget marketing qui était plus conséquent. C'est-à-dire que notre course d'origine se remplit assez facilement de par sa réputation au cours des années, alors que les nouvelles courses... Qui s'appelle comment, la course d'origine ? Trans Lantau. D'accord. Donc toutes tes courses s'appellent Trans quelque chose, quoi. C'est un peu ça ta marque ou au niveau de la course? Donc on a développé un peu une marque, et après on a une série, donc Transasia Series. Et là on essaie d'avoir une course un peu emblématique dans chaque pays d'Asie. D'accord. Donc on a commencé avec Hong Kong, on a essayé la Chine à quelques reprises. La Chine, on pourra toujours en parler un peu après, mais c'est un peu plus particulier, complexe. On a une course qu'on est en train de designer à Taïwan, justement. Après, on a la Malaisie, on a Trans-Malaysia, on a Trans-Singapour. Donc ça, c'est plus parce qu'il y a énormément de demandes à Singapour. Après, il y a des trails, mais bon, ce sera pas aussi long, c'est 50 km. On a Trans-Jeju, donc ça, c'est en Corée du Sud, une course fantastique. Et on va comme ça. Donc, on n'essaye pas d'aller dans la quantité, mais plus dans avoir une course dans un pays et qui est assez emblématique. Et c'est un peu le principe de la série. D'accord, ok. Parce que moi j'avoue, je fais un peu de trail, surtout à Taïwan, à Hong Kong, et je connaissais, il y a des Action Asia où j'ai fait pas mal de courses, qui est très présent à Hong Kong. Donc on parlait aussi de Beast Runner qui fait le Formosa Trail, une course très sympa et des courses très sympas tout à Taïwan, il me semble. Donc il y a des marques qui se créent comme ça. Et il faut arriver à se positionner et à à se faire une image de marque et à fidéliser quelque part sa clientèle, quoi. Et la question, c'est un peu comment se placer vis-à-vis de la concurrence. Et est-ce que j'oublie sûrement beaucoup d'acteurs, mais c'est les 2-3 qui me viennent à l'esprit. Enfin, tu vois, comment ce paysage concurrentiel des courses, comment est-ce que tu le vois et comment est-ce que tu te positionnes?
Comme je dis, c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc en fait, nous, il faut je pense qu'il faut spécialiser à un moment donné. Nous, on a notre réputation sur la course trail. On s'est essayé sur la course sur route. C'est pas qu'on a échoué, mais c'était beaucoup plus compétitif. On n'avait pas la vraie expertise. On a organisé une course qui s'appelle Sun Life Resolution Run. Qui était conséquente, je crois, non? Oui, 4 ans, on a monté à 4500 coureurs, ouais. En sachant qu'à Hong Kong, on a énormément de restrictions sur les quotas. Donc, il y avait un certain succès. Mais c'était pas notre expertise. Donc, on a préféré, à un moment donné, se reconcentrer sur vraiment ce qui nous tient à cœur. Je pense que quand on fait quelque chose avec une passion, on est capable d'aller beaucoup plus loin que si on essaye vraiment dans le but financier. La raison pour laquelle j'avais bifurqué un peu sur la route, c'était pour avoir un équilibre un peu financier un peu plus stable au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que s'il y a une course qui est annulée, donc aujourd'hui toutes les courses sont annulées, donc la question se pose pas, mais en temps normal, on va dire s'il y a une course qui est annulée, on est capable de compenser avec un autre événement. Et donc je m'étais un peu diversifié. On avait fait de la course sur route, on a essayé team building, donc pour les corporates, on a fait du média, etc. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était plus judicieux de se concentrer sur vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qui nous passionne, et grossir vraiment cette expertise. Et en ayant tout à la fois comme une panoplie de services, donc tu organises les courses, mais tu fais aussi donc du timing, c'est ça? Tu proposes une solution de timing pour les courses et voire même une solution pour suivre la course en live, c'est ça? Donc ça, c'est le côté que j'ai découvert de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut s'essayer à beaucoup de choses, puisqu'on a personne au-dessus de nous. On a trop de choses. Il faut savoir se diversifier, mais il faut pas s'éparpiller, c'est ça? Ça, c'est le gros problème. C'est que moi, j'arrive à m'exciter très rapidement avec les nouvelles choses, les nouvelles technologies. Heureusement, il y a ma femme qui est complètement dans une vision différente et qui va être beaucoup plus pragmatique. Donc ça donne un juste milieu. Et c'est là où on en est venu. Quand on organise la course, on a besoin d'un chronométrage, on a besoin d'une plateforme d'inscription, on a besoin d'une plateforme pour gérer les volontaires, on a besoin. Il y a tout un nombre d'outils, une palette d'outils dont on a besoin. Et en Asie, parfois, ça reste assez basique. On parlait de Taïwan, qui est génial pour le trail. Alors les inscriptions à Taïwan, en tant qu'utilisateur, je peux témoigner, ils ont un site web qui s'appelle Baoming, qui date, mais je sais pas, des années 90, j'imagine. Et on peut même pas payer online, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je m'inscris à une course à Taïwan, je dois appeler un copain qui va payer lui-même au 7-Eleven la course à ma place, quoi, pour vous dire au niveau où on en est. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses à faire, mais il y a aussi une réticence par rapport aux participants ou aux clients à utiliser aussi ces nouvelles technologies. Donc il y a aussi un mode d'apprentissage, une éducation par rapport aux clients pour aller. Parce que souvent quand on parle du 7-Eleven, elle est payée, les gens soit ils ont pas de carte de crédit, ou soit ils veulent pas payer en ligne. C'est très courant aux Philippines, à Taïwan et d'autres pays comme Hong Kong où ça c'est pas le problème. Pour des raisons différentes, quoi. Les Philippines, c'est peut-être un niveau de développement économique qui est moindre. Taïwan, il y a une telle présence, quoi. Il y a la plus haute densité de convenience stores, surtout donc 7-Eleven et un peu Family Mart. Je crois que qu'ils ont 5000 convenience stores dans l'île, quoi, qui fait 23 millions d'habitants. Donc c'est une densité démente. Et donc les gens ont pris l'habitude de tout faire au 7-Eleven, y compris d'aller payer leurs achats e-commerce. Et même si c'est un peu absurde, parfois c'est des habitudes qui sont prises. Donc, mais il faut faire avec. Clairement, on peut pas imposer une technologie qui est géniale, mais que personne va utiliser. C'est pas une bonne idée. Donc c'est une indication. Donc comme on parle de ces outils, donc pour suivre le fil, chaque outil, je voulais être capable de gérer moi-même. Et donc ce que j'allais chercher toujours les meilleurs outils qui se faisaient. Peut-être parce que je suis français, donc souvent j'allais voir un peu ce qui se faisait en France, et c'est avéré que plusieurs de ces outils informatiques, donc ces logiciels ou ces SaaS, étaient français, et ils avaient souvent un intérêt justement à l'Asie. Donc dans un premier temps, je les utilisais pour moi-même, pour mes propres événements, et en plusieurs occasions ensuite, j'ai aidé ces startups ou ces boîtes à se développer en Asie. Donc ça a été le cas pour une compagnie de chronométrage qui s'appelle LiveTrail, qui est on va dire actuellement c'est le meilleur logiciel de chronométrage pour le trail running, donc c'est français, qui est utilisé pour les plus grosses courses, et on a réussi à l'amener en Asie, et on est présent en Chine,
en Corée, au Japon, en Australie, Singapour, Thaïlande, etc. Donc on a réussi à l'amener dans tous ces pays. Plus récemment, j'ai fait avec une plateforme d'inscription qui s'appelle Newco, qui est le leader européen. Newco, N-J-U-K-O, c'est ça? N-J-Q-U-K-O. Donc c'est le leader européen, et je pense que a de très belles années devant elle. Ils viennent d'avoir par exemple le marathon de Londres. Donc ça, c'est pas du chronométrage? Ça, c'est une plateforme d'inscription. Donc c'est vraiment pour s'inscrire en ligne. Et ça, c'est utilisé. Donc là, ils font 2 millions d'inscriptions en 2019. Donc ça prend beaucoup de valeur. Et on l'a amené je l'ai utilisé pour moi. J'ai trouvé que c'était très performant par rapport à tout ce que j'avais pu essayer. Ouais. Et donc après, j'ai fait une proposition de venir en Asie. Donc c'est là où on a ouvert un Newco Asia à Hong Kong. On a ouvert aussi une boîte à Singapour pour pouvoir développer la plateforme en Asie. Et donc là, tu prends ta casquette un peu de salesman. Tu vas vraiment démarcher les courses, vendre la solution. Je dis ça parce que c'est pas aussi ta formation. Enfin, t'es parti d'être docteur, PhD, d'être prof, etc. Donc, être entrepreneur, c'est une chose, et être vendeur, c'est encore une autre chose. C'est ça. Donc, je suis pas un grand vendeur par nature. C'est pas ce qui m'attire le plus. Par contre, moi, j'aime bien développer des nouveaux business ou aider au développement. Donc, je suis vraiment, tu vois, mettre la structure, mettre les choses en place. Et quelque part, t'es expert aussi. Tu fais partie du monde de la course, t'as une expertise, donc quand t'arrives, même si t'es pas le plus grand vendeur qui soit, voilà, tu crois en ton produit, tu le connais, et ça doit déjà te rendre tu dois faire un bon vendeur quelque part. C'est ce qui te permet d'avoir la crédibilité. En fait, je pense que je me considère pas comme un grand vendeur, mais j'ai une certaine crédibilité quand je parle, dans le sens où je sais de quoi je parle, et je l'utilise par moi-même. Et donc il y a une certaine crédibilité. Après, si c'est Office Sales, donc ma femme Sabrina, elle, c'est vraiment plus son truc. Donc elle peut aller vraiment approcher les clients si besoin. D'accord. Tu nous parlais de la Chine. Tu disais en Chine c'est plus compliqué. T'as commencé cette phrase, donc vas-y. Parce que souvent, quand on parle aux Français occidentaux, ou ces startups, ces entreprises qui veulent venir en Asie, et quand ils parlent d'Asie, pour eux, l'Asie c'est la Chine. Et il faut toujours leur donner une explication en disant il y a la Chine et il y a le reste de l'Asie. Et niveau business, entreprise, pour moi c'est très différent. Si on s'attaque à l'Asie du Sud ou la Chine, il y a une approche qui est assez différente. Pour moi, la Chine, c'est un peu le Far West au niveau business. C'est-à-dire que c'est sans foi ni loi, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais il faut juste savoir que là-bas, les contrats sur papier, ça n'existe pas. Un contrat, c'est une poignée de main. C'est un WeChat. On peut signer on peut se faire des ventes de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un WeChat. Voire même beaucoup plus. Donc c'est une approche complètement différente. Et par contre, on va pas, il y a pas de contrat. C'est-à-dire que si à un moment donné vous leur plaisez plus, voilà, vous en entendez plus parler. C'est au rapport de force quelque part. C'est au relationnel, et vraiment le rapport de force c'est important. C'est ça. Par contre, pour pouvoir faire du business en Chine, il y a un énorme travail de connaissance avec son interlocuteur. C'est-à-dire que on parle très rarement de business directement. Il y a toute une approche d'essayer de connaître l'autre. Ils ont besoin de nous faire confiance parce que on n'a pas de contrat, donc ils ont besoin de nous connaître un minimum, de savoir si vous allez pas les planter de la même façon qu'ils pourraient vous planter. Donc il y a cet apprentissage. On dit souvent, il faut aller faire pas mal de repas, discuter, souvent autre chose que du business, et ensuite on commence à partir business. Et une fois qu'on commence à parler les business, par contre, ça peut aller très vite. Donc la première étape peut être longue, mais une fois qu'on commence à parler business, ça peut aller très vite. Et donc ça, c'est l'approche, je dirais, plus chinoise. Après, on a le Japon qui est un peu l'autre extrême, où là, il y a tout un code que d'ailleurs j'ai pas encore réussi vraiment à décoder, qui est très particulier pour réussir à s'implanter au Japon. Et on a le juste milieu qui
qui moi me convient le plus, j'allais dire, c'est la Corée du Sud, où là on a un peu entre la Chine et le Japon. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de codes, mais pas autant qu'au Japon, et c'est pas autant le Far West qu'en Chine. Juste milieu. On a un juste milieu. Et moi, c'est ce qui m'attire beaucoup avec la Corée. Donc c'est là où on a un partenaire, on a développé une course. C'est une culture qui m'intéresse beaucoup, et leur façon de faire qui est assez intéressante. D'accord. Et l'Asie du Sud-Est, t'as entendu à comparer tous les pays de la région? Donc là, en ce moment, je suis en négociation avec un partenaire en Thaïlande, qui a encore une approche assez différente. Donc là, on a la barrière de la langue, mais une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui parle l'anglais, donc on peut négocier. Et là encore, c'est assez différent parce qu'ils sont. J'avoue que j'ai pas encore tout compris sur la Thaïlande. On y a été une première fois où on va dire concrètement on s'est planté. Donc le problème c'est à chaque fois, le problème, c'est la culture. L'Asie, on l'englobe comme étant, on va en Asie, un pays. Mais chaque pays a sa propre culture, ses propres codes, sa propre façon de fonctionner. Il faut prendre le temps de comprendre chaque pays, comment il fonctionne. Et la Thaïlande a encore une autre approche. Il fonctionne un peu, on va dire, à la dernière minute, un peu plus opportuniste. Ce qui fait qu'il faut s'adapter quoi à chaque culture. D'accord. T'as aussi produit un magazine, c'est ça, qui s'appelait Asia Trail Connection. Donc ça c'est après avoir organisé notre premier événement, on voyait que ça fonctionnait et puis il fallait que je trouve des nouvelles idées. Donc un été, j'ai dit tiens, j'ai l'été, on va monter un magazine. Ça arrive souvent quand l'été, on lance un magazine quoi. On lance un magazine, ça existe. Après, c'était une niche. Il n'existait pas de magazine sur le trail running en Asie. Donc c'était pas à Hong Kong, mais en Asie, il n'en existait pas. On en voyait, il y en a plusieurs en France, il y en a plusieurs aux États-Unis, etc. Il y en avait un au Japon, mais en japonais. Donc l'idée est venue comme ça. Continuer à promouvoir en fait l'activité avec un magazine. En général, quand on lance cette idée, on se dit bon, on va d'abord s'essayer en ligne et puis après, pourquoi pas imprimer. Je sais plus pourquoi, mais j'avais décidé que ça allait être un magazine imprimé. D'accord. Et ce qui était fantastique, c'est que ma femme finalement m'a suivi et c'est elle qui a été réussi à vendre des publicités d'un magazine qui n'existait pas encore. Et la seule chose qu'elle avait pour pouvoir vendre des pubs, c'est qu'on avait designé rapidement une cover, la couverture du magazine. Comme j'avais des bonnes connaissances, on avait de bonnes connaissances communauté, on avait pu avoir le meilleur coureur à l'époque pour être en couverture, etc. Donc on a bidouillé et dès le premier numéro, on a réussi à break even. On n'a pas perdu d'argent par les ventes des pubs et tout. Et de fil en aiguille, on a grossi, on s'est retrouvé dans 9 pays. Bon, après, le monde du média, c'est assez particulier, les magazines imprimés, etc. Ça nous a construit un très gros réseau. Après, en seuil de rentabilité, même si on n'a jamais perdu d'argent avec le magazine, on n'a jamais fait fortune. Et on sait que maintenant, aujourd'hui, les magazines imprimés, ça perd un peu de son intérêt, ça a un coût très élevé par rapport à ce qui est en ligne. Et donc, au bout de 4 ans, ça s'est un peu essoufflé surtout par notre manque d'intérêt et de réussir à trouver suffisamment de contenu intéressant. Il fallait créer tout le contenu, donc il y avait de la publicité pour gagner de l'argent. Et comment est-ce que tu le diffusais, un magazine papier, sur une niche comme ça, quoi, le trail en Asie? Après, il faut essayer de trouver un distributeur qui est capable de le mettre dans tous les. Donc, si on va dans les 7-Eleven, pour en parler de 7-Eleven, ça c'est assez facile. Il faut vous payer un montant chaque mois, et vous pouvez avoir votre magazine. Donc ça, nous on l'a pas fait. On est resté juste dans les bookazines, enfin les librairies spécialisées qui vendent des journaux. Et en fait, c'est un dépôt-vente. Donc on imprime, on dépose. D'accord. Mais pas que dans des réseaux spécialisés de trail ou par de l'abonnement, etc. Vous avez été aussi dans des boutiques un peu généralistes. C'est ça. Donc le facile, c'est aller dans les magasins de sport, parce que pour eux, c'est un dépôt-vente, donc ça leur donne quelque chose en plus, une visibilité, puis un peu de revenus en plus. Et après, on a quand même été dans des choses comme les bookazines, où là, c'est plus des librairies.
Donc on a joué un peu sur tous les rôles. Mais les ventes, sont pas les ventes qui généraient du revenu, du chiffre d'affaires, hein, parce que c'est très minime. C'était plus avec les publicités. D'accord. Hein. Mais bon, les deux sont liés, quoi. Il faut qu'il y ait la diffusion. Pour que la pub. Après, on a fait quelques événements où on donnait un magazine avec les inscriptions pour avoir une citation, s'abonner, etc. D'accord. Etc. Je vois aussi donc Ecotone Résilience. T'es vraiment une multicasquette, un entrepreneur, multi-entrepreneur. Qu'est-ce que c'est Ecotone Résilience aux Philippines? Donc ça, c'est quand j'étais mon bref passage au lycée français, donc et j'avais sympathisé avec notamment un des parents d'élèves, parce que c'était assez surprenant quand il regardait mon cursus, il dit mais vous êtes au lycée, j'enseignais la biologie, la physique, chimie. Ils étaient un peu surpris parce que j'étais encore professeur honoraire à l'époque. C'est-à-dire j'étais professeur honoraire à l'université de Hong Kong, j'avais toujours des étudiants de doctorat. En même temps, je donnais des cours aux lycéens, aux collégiens, au lycée. Donc il y avait une certaine curiosité. Et un des parents d'élèves me disait mais avec tes connaissances, il faut qu'on fasse quelque chose. Ma femme est philippine, il y a des choses à faire aux Philippines. Je dis oui, pas de problème. Et donc on s'est lancé avec ce Ecotone Résilience qui est une NGO avec c'est assez franco-français au départ, mais après ça s'est très vite diversifié. Et donc c'était quelques associés où on a monté cette NGO pour aider finalement aux Philippines dans un village particulier, enfin une communauté particulière à Mindoro Island, pour les aider à se développer. C'est-à-dire en Philippines, il y a un gros problème, c'est ces petits villages qui se font massacrer par le tourisme. C'est-à-dire qu'il y a un tourisme qui arrive, on détruit les villages, on construit des hôtels, et il n'y a aucune précaution par rapport à du long terme et surtout la protection de leurs ressources naturelles, etc. Donc là, on a arrivé à essayer de monter un modèle où on leur apprend à gérer leurs ressources. Donc là, les pêcheurs, ils avaient très peu de poissons parce qu'ils avaient surpêché. Donc on les a aidés avec le support de la mer à créer une réserve marine. Donc c'est là où moi j'étais directement impliqué par mon expertise. Et d'ailleurs cette réserve marine a été implantée et là ils commencent à avoir les retours, c'est-à-dire qu'il y a retour des poissons. Il y a de nouveau plus de poissons et ils peuvent pêcher à l'extérieur. Mais il y avait aussi l'aspect au niveau agriculture, c'est avoir de cultiver de façon plus durable et les aider à pouvoir vendre plus directement et d'avoir des meilleurs revenus. Donc c'est un peu ça, l'Ecotone Résilience, c'était travailler dans le sens de la nature et pour pouvoir avoir des revenus plus directs par rapport à ces villageois. D'accord, ok. Ouais. Donc je suis moins impliqué maintenant parce que avec mon entreprise après qui avait pris de plus en plus de temps sur moi, donc j'ai dû prendre du retrait. Ouais. Mais la NGO tourne toujours, et il y a toujours des projets intéressants comme ça. Ah non, beau projet, ok. Est-ce que tu as un obstacle que tu as dû surmonter en Asie? Alors, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais si tu devais en choisir un. Un obstacle. Le plus dur, je pense, ça a été les employés. C'est-à-dire que la gestion des employés locaux. Ça revient souvent dans le podcast. Parce qu'il y a une période d'apprentissage. Je reviens encore. Hongkongais en particulier ou je discute beaucoup. Pays ou dans... Oui, pour moi c'était Hong Kong. Hong Kong le plus difficile. Mais je pense que c'est un peu asiatique. Après, au final, est-ce que c'est vraiment Hong Kong ou c'est vraiment le problème numéro un de tous entrepreneurs? Parce que quand on discute même après avec les copains entrepreneurs en France, ils ont également beaucoup de problèmes avec la gestion employée. Mais ici, quand même, les employés, il faut voir qu'à Hong Kong, finalement, il n'y a pas de chômage. Hein. Donc, les employés sont souvent très opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont arriver dans l'entreprise, ils apprennent, et après, s'il y a une autre entreprise qui leur propose 50 € de plus par mois, ils vont même pas venir vous voir pour savoir si vous pouvez leur augmenter de 50 €. Ils vont aller chercher le 50 €. Mm-hmm. Donc il y a cette approche de l'argent qui est assez particulière. Et ça c'est notamment pour l'argent et de changer de travail fréquemment. Les employés qui disparaissent du jour au lendemain, le problème du turnover, de réengager, de former, de fidéliser si on peut. Ouais.
il y a une grosse difficulté à fidéliser. Ils se fidélisent pas par rapport à une entreprise. Eux, c'est un côté beaucoup plus opportuniste. Ils ont une meilleure opportunité. Se fidéliser par rapport à un boss parfois. Comme l'importance du boss. Je dis pas que c'est facile, quoi, mais en tant qu'étranger, ouais, faut arriver à prendre la place du boss asiatique et de fidéliser l'employé. Mais ouais. C'est quelque chose qui est pas évident. Après, nous, on a eu un turnover. Oui, on a eu pas un turnover, mais c'est aussi parce que nous, on avait du mal à trouver les bonnes personnes. On en a trouvé des bonnes qui sont restées longtemps. Mais ça reste un obstacle. La gestion d'employés est quelque chose. Alors peut-être que dans les écoles de commerce, on vous donne des cours ou des tips par rapport à ça avant que vous lanciez. Moi, comme je dis, je viens d'un milieu scientifique où ça, c'est pas du tout quelque chose dont on vous apprend. Et l'apprendre en frontal comme ça, c'est pas facile tous les jours. Je pense pas que dans les écoles de commerce te forment vraiment à ça. T'en sais beaucoup plus que n'importe qui sort d'école de commerce sur tous ces sujets. Ouais, le Covid, on parlait du Covid forcément. Quand on est dans l'événementiel, ça a eu un gros impact. Comment ça s'est passé cette année? Comment tu vois l'avenir? La Covid, alors, à Hong Kong, c'est particulier, c'est parce qu'avant la Covid, on a eu les manifs. En plus, ouais. Hong Kong a été assez instable ces derniers mois au niveau politique. On a donc au niveau comme les manifestations, ça avait un impact direct sur les événements. On a eu plusieurs événements qui étaient annulés, ou alors il fallait réduire le nombre de participants. Donc nous, en 2019, on avait déjà eu un impact. On avait perdu à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. On n'avait pas eu besoin de réduire l'équipe, mais on avait une perte sur le chiffre d'affaires. Par contre, 2020 s'est annoncé un peu plus noir, où là, on a eu tous nos événements qui ont été annulés. Donc là, on a eu une perte de 2020, on a une perte de 90% du chiffre d'affaires. Donc là, ça devient assez conséquent. Et quand ça arrive à ce niveau-là, là, on est obligé de prendre des mesures un peu plus drastiques. Donc on a commencé à diminuer. On est une équipe de 8, donc pas une grosse équipe. C'est-à-dire 8 temps plein. Après, sur un événement comme Transantao, on se retrouve avec 450 volontaires, 30 intervenants. Donc mais c'est ponctuel. Mais sur l'année, on était une équipe de 8. On a dû la réduire assez rapidement. Et on a pris la décision en août de mettre tout en suspens. C'est-à-dire qu'on a plus aucun employé. Après, on a quelques freelances comme ça. Et même nous, on s'est retiré. Et on a même retiré le bureau. Donc, c'est en storage. En mode minimaliste. En mode minimaliste. La raison parce que c'est pas la France, quoi. Il y a pas les aides que tu pourras avoir en France. Voilà. Quand ça marche bien, on est à Hong Kong où il y a peu d'impôts. Voilà, ça peut marcher très bien. Mais à l'inverse, c'est très libéral. Et quand le vent tourne, ça tourne fort. C'est ça, donc j'ai comparé, parce que du coup je suis allé aussi un peu en France et je comparais avec mes copains qui étaient aussi dans le même milieu avec leur organisation, leur événement. L'approche est très différente, ils étaient pas du tout paniqués dans le sens où ils avaient dans un premier temps pas mal de subventions du gouvernement. Ici, et particulièrement l'événementiel, ici on n'a rien eu. Ce qui fait que on est devant le fait accompli, il faut qu'on prenne des décisions très rapides et qu'on s'ajuste. Après, c'est un mal pour un bien parce que on s'ajuste très rapidement, mais ce qui nous permettra probablement de repartir très rapidement également. C'est-à-dire que là, on est dans un stade où on attend pour l'événementiel, mais on sera prêt et on sait que la demande est là. Et dès qu'on aura un vaccin ou l'équivalent qui permettra de refaire des événements, on pourra repartir très rapidement, on sera pas surendetté, etc. Donc ça va rebondir vite. Ouais. Ça va rebondir vite. Dès l'année prochaine, tu penses? Donc là, sans se lancer dans de la politique, c'est à Hong Kong que ça devient sensible. Mais je pense que il faut attendre encore au moins le deuxième semestre de 2021 pour voir des événements à Hong Kong. Sur Hong Kong et sur le reste de l'Asie, Par contre, sur le reste de l'Asie, ça reprend déjà. Donc, en Chine, ça reprend. Tous les week-ends, il y a un marathon avec plus de 20 000 coureurs. Il y a des courses de trail. Ouais. Donc, ça a déjà repris. La Chine, c'est un régime autoritaire. Donc, ils sont capables de fermer une ville du jour au lendemain. Donc, ils arrivent à cantonner la propagation du virus. Donc, du coup, dans le reste de la Chine, ils reprennent des activités. Donc, au niveau événementiel, ça reprend en Chine. C'est pas comme avant, mais ça reprend. En Thaïlande, ça reprend également parce qu'ils ont très peu de cas.
Mais les événements internationaux, ils peuvent plus être internationaux, donc ça reste local, c'est des événements locaux, mais ça reprend. Le Vietnam, ça reprend. La Corée du Sud, ça reprend aussi tranquillement. Taïwan, ça a jamais vraiment arrêté. Ouais. Donc il y a des pays qui s'en sortent. Donc, aussi, on a peu de Covid, mais bon, il y a une situation politique qui est un peu complexe, donc ça rajoute. Après, il y a Hong Kong comme Singapour. Et Singapour, donc il n'y a pas d'instabilité politique, et pourtant ils ont tout arrêté. C'est aussi le gouvernement. Donc Hong Kong, il y a une instabilité politique, mais aussi le gouvernement qui est très prudent. Et pour eux, l'événementiel, c'est vraiment pas une priorité, parce qu'à Hong Kong, les magasins n'ont jamais été fermés. Il y a eu des restrictions au niveau des bars, des restaurants, mais les magasins, le retail n'a jamais été fermé, mais c'est très impacté. Hein. Les événements, on a tout arrêté, quoi. C'est pas leur priorité, donc il y a c'est le gouvernement, les décisions du gouvernement. Espérons que ça soit au plus tôt. On a tous envie de retourner faire des trails et toi, tu as envie d'en organiser très clairement. Dernière question. Est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie? Alors ça peut être Hong Kong, un pays d'Asie en particulier, l'Asie en général, et vraiment une astuce qui t'a permis vraiment de trouver plein de clients d'un coup, comment t'as organisé une course ou n'importe où avec la culture asiatique, comment hacker l'Asie. Ce qu'il faut, c'est toujours le networking, hein, ce qui est le plus important. Donc, il faut toujours essayer de rencontrer les gens. Et quand on arrive, moi, je suis arrivé de façon assez innocente en Asie. Hein, j'avais très peu de connaissances de la culture asiatique. Je suis arrivé vraiment par curiosité. Ce qui est important, et je parle pas le cantonais ni le mandarin, donc je communique en anglais. Ce qui a un désavantage, mais on peut aussi l'utiliser à son avantage. C'est-à-dire, l'important, c'est quand on arrive dans un pays et en Asie, il y a deux choses. Il faut essayer d'apprendre 2-3 mots de la langue. Hein, le fait que de dire bonjour, merci, ça les fait sourire. En plus, souvent, vous n'avez pas l'accent et ça casse la glace. Et il y a une communication déjà qui est plus facile parce qu'ils sentent que vous faites un minimum d'efforts, vous êtes un minimum intéressé par leur culture. La deuxième chose en Asie, c'est l'aspect culinaire. Il faut aimer manger parce que souvent quand on va approcher quelqu'un, il faut aller au restaurant, et on discute et le fait de s'intéresser à leur culture, ils vont s'intéresser à votre culture et de par cet échange, vous vraiment brisez la glace et ensuite après vous pouvez parler business et obtenir ce que vous voulez, quoi. Donc il faut rester humble et vouloir apprendre de la culture dans laquelle on va au lieu de s'imposer. C'est quelque chose que je vois souvent, de s'imposer avec notre esprit, notre culture, être très agressif, très direct. C'est pas quelque chose qui se fait en Asie. Et il faut l'accepter de prendre un détour et d'être moins direct quand on veut obtenir quelque chose, quoi. D'accord, ouais. Et c'est vraiment donc d'apprendre la culture, de s'y adapter. Et c'est quelque part, c'est aussi quelque chose que font les Asiatiques eux-mêmes. Si je prends la Chine, tu vois, de prendre le temps de passer du temps ensemble, de manger ensemble, de s'intéresser à la culture de l'autre, même entre Chinois par exemple, ou vu les différences culturelles énormes qui existent d'une région à l'autre, ils vont passer vraiment beaucoup de temps à faire exactement la même chose. Donc quelque part, c'est pas en tant qu'étranger que tu fais ça, tu t'adaptes vraiment à la manière de faire du business en Asie, quoi. Oui, je pense qu'il faut apprendre ils ont une curiosité, vers nos cultures, tout comme on doit avoir une curiosité sur leur culture. Et souvent, ce que je vois, c'est d'arriver, il y en a qui veulent venir faire du business et ils veulent imposer directement leur façon de fonctionner. Et ça, tu vas droit au mur, quoi. Il faut arriver avec une certaine humilité, comprendre et ensuite après t'essayes et ils auront un retour exactement comme tu dis, ils auront un retour où ils vont essayer aussi de comprendre également comment tu fais le business. Ok, très bien. Bon Clément, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour la suite. Et bon courage aussi pour ce podcast. Merci. Intéressant. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!